Bonjour à tous, aujourd'hui on va corriger une disserte type bac de français sur Gargantua de Rabelais. Et vous allez voir que cette disserte elle va être intéressante à lire. Bon, déjà parce qu'elle n'est pas parfaite, elle a des bons points, des choses qui sont très bonnes et des choses qu'il faudra transformer, des choses qui lui font perdre des points. C'est pas une dissertation exemplaire et c'est pour ça qu'elle est pleine d'enseignements. Donc merci à mon élève qui a accepté que je montre cette disserte, que je la publie, que j'en publie en tout cas la correction que je vais faire là. C'est plutôt une série d'analyses, de remarques, et oui, je vais donner une note, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, ça va être toutes les remarques, toutes les choses, les éléments de méthode, surtout, que je vais mettre en avant pour corriger cette disserte. Et avant de se lancer dans la lecture de l'intro, on va commencer par jeter un œil, comme le font la plupart des correcteurs, à l'aspect visuel de la copie. Déjà l'estimer de loin, en regardant sa mise en page. On repère déjà très bien une intro qui est assez bien séparée du grand 1, puisque l'élève a fait un écart ici. Alors oui, c'est une copie numérique, hein, vous sauterez des lignes sur votre copie manuscrite. Vous pouvez voir aussi que dans cette intro, il y a des passages à la ligne. C'est pas mal de faire des passages à la ligne dans l'intro. Ça peut être une bonne idée, mais là, c'est bizarre, il y en a beaucoup. Il y en a au moins un de trop, et on va y revenir. Ensuite, on se doute que là, c'est le début de la première partie. Il y a une première partie qui commence ici, sans doute. Et ici, on repère, grâce au petit écart, au saut de 2 lignes, on va dire, que c'est la deuxième grande partie qui commence. Et il n'y a pas de troisième grande partie. On le voit très vite, là, il y a un en conclusion. Donc, c'est une copie en 2 grandes parties, une disserte en 2 parties. C'est possible. Je vous encourage à en faire 3 si vous y arrivez, mais 2 grandes parties peuvent permettre de décrocher la meilleure note. Donc maintenant qu'on a vu que déjà c'est une dissertation d'un bon calibre, sa taille est bonne, on a 3 pages, un tout petit peu plus que 3 pages en format numérique, donc ça ferait plus de 6 pages en manuscrit. Et c'est déjà bien, ça fait une copie qui visuellement a l'air sérieuse. Maintenant, la taille de la copie ne dit pas grand chose de sa qualité, donc c'est surtout l'organisation de sa mise en page, l'aspect visuel de la copie qui indique déjà si l'élève suit une méthode rigoureuse. Et là, ça se voit que la méthode est assez rigoureuse, assez sérieusement. On a la première étape de l'intro ici, qui est tout simplement de débuter par la présentation de l'œuvre. Vous pouvez faire une accroche, ici il n'y en a pas, c'est pas grave. L'accroche c'est bien, mais c'est cosmétique, c'est décoratif. Ça ne vous enlève pas de points de ne pas en faire. Si vous en avez une superbe, faites-la, ça pourra contribuer à séduire votre correcteur, à lui faire apprécier votre copie, mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Par contre, je remarque directement que là, il manque un soulignement à Gargantua, ou au moins le mettre en italique si on est en format numérique, mais vous dans votre copie manuelle. Parce que donc il faut respecter cet usage, les correcteurs sont assez... trouvent ça important et ils sont à cheval là-dessus. Les informations sont bonnes, la première phrase est simple et courte, c'est une œuvre écrite par l'humaniste François Rabelais en 1534. Très bien, le narrateur, Alcofribas Nazier, anagramme de François Rabelais, tout ça est très bon. Ce narrateur donc raconte l'histoire et les aventures d'un géant appelé Gargantua. Ici on souligne pas, ça y est, là on parle du personnage et pas de l'œuvre. Fils de Picrocolle et Gargamel. Alors là on voit une erreur. C'est pas Picrocolle, le père de Gargantua, c'est Grangousier. Puis elle a confondu ici, l'élève a confondu Picrocolle, le père de Gargantua avec son adversaire, son ennemi, le seigneur qui l'attaque dans la deuxième partie du roman, qui s'appelle Picrocolle. Gargamel, elle, oui, c'est bien. Maintenant, on va passer à présentation des thèmes de l'œuvre. Alors bon, ça, c'est une partie qui est un peu moins bonne. Le rire et le savoir sont des thèmes omniprésents dans cette œuvre. En effet, le lecteur est amené à se divertir tout en assimilant des choses. Bon, là, le problème, c'est que on voit pas exactement le rapport avec le sujet. Le sujet, c'était est-ce que Gargantua est un manuel de savoir rire ?
C'est un sujet que l'élève a décidé de reprendre ici dans la formulation de sa problématique, en tout cas de ce qui semble être sa problématique. Hein. Est-ce que Gargantua est un manuel de savoir-rire? Et en fait, ici, on voit... Bon, évidemment, c'est le parcours associé à l'œuvre, donc forcément, il est bon d'avoir quelques billes, de s'y connaître là-dessus. Cette phrase ici est un peu vague. Le rire et le savoir sont des thèmes omniprésents dans cette œuvre. Oui, je pense qu'on aurait pu s'en passer, en fait, et privilégier une analyse approfondie du sujet. Analyse qu'on aura ici, à partir de « mais qu'est-ce qu'un manuel ?» Mais d'ailleurs, c'est bizarre, parce que on a une question ici, qui est une question indirecte, mais une question qui semble être la problématique. Nous pouvons nous demander si Gargantua, je souligne, puisque c'est de l'œuvre qu'il s'agit, peut être considéré seulement comme un manuel de savoir-rire. Ça a vraiment l'allure d'une problématique. Et il y a un problème parce que c'est trop tôt pour présenter la problématique. Il faut analyser le sujet avant de poser sa question de problématique. Donc en fait, inverser l'ordre de ces étapes. Bon, c'est peut-être pas très clair avec les dessins que je viens de faire, mais disons que cette étape-là, l'étape de l'analyse du sujet, elle est attendue, il est important de la faire avant de poser la question de problématique. En fait, quand on y pense, ça n'a pas de sens de le faire après. La question de problématique, elle doit être... Donc là, il y a un chassé-croisé, un petit problème de méthode qui sera sanctionné, qui serait pour la formulation de la problématique. Donc l'élève n'a pas trop changé, peut-être pas assez même changé le sujet et a repris l'idée de manuel de savoir-rire. On aurait pu pourtant proposer une formulation de est-ce que le lecteur de Gargantua apprend un art de rire en lisant ce roman, quelque chose comme ça. Ensuite, donc moi je recommanderais de ne pas poser d'autres questions dans l'intro que la question de problématique. En fait, il faudrait enlever ce « mais qu'est-ce qu'un manuel ?» C'est pas utile. Commençons par « un manuel est un livre qui sert à apprendre des choses ». Bon, c'est une définition assez simple, mais pourquoi pas, hein. C'est vague de dire qu'il y a à apprendre des choses, mais c'est pas si gênant. Et ensuite, il y a un exemple qui précise les choses comme à apprendre une autre langue. Alors ici, c'est bien comme exemple, mais il aurait fallu mettre cela en rapport avec le rire. C'est vraiment intéressant d'ailleurs de dire, ça aurait été intéressant de dire explicitement que le rire est comme un langage, comme une langue, qui s'apprendrait grâce à un manuel. Selon ce sujet, en tout cas, c'est ce que peut présupposer ce sujet. Ensuite, il y a un passage qui est moins utile, il peut aussi être une notice pour nous montrer comment construire une table par exemple. Ici l'exemple est moins pertinent et pas pertinent du tout. Celui-là il faudrait l'enlever. Et d'ailleurs on n'est pas obligé dans l'analyse de sujet de fournir des exemples. Hein. Et si on en fournit c'est ça doit se restreindre à vraiment une phrase, pas plus. Ici, par la formulation, nous pouvons nous demander si ce roman nous apprend uniquement à rire ou bien à savoir en même temps que rire. Ok, c'est pas mal. Mais il aurait fallu reformuler les choses. Reformuler ce que c'est que le savoir, apprendre des choses, ok, mais c'est trop vague. Et c'est pas seulement ça. Et reformuler ce que c'est que le rire, ou en tout cas envisager qu'il y a pas mal de manières dont le rire est représenté dans Gargantua. Et est-ce qu'il s'agit du rire des personnages? En fait, c'est les deux, mais est-ce qu'il s'agit du rire à l'intérieur de l'histoire, Gargantua qui rigole, ou encore le frère Jean, ou son père, enfin, toute une galerie de personnages qui passent leur temps à rire dans Gargantua, ou est-ce que c'est le lecteur? Donc cette œuvre n'est pas visée à enseigner. Alors ici, on a une petite incorrection. En fait, l'élève voulait dire, mais cette œuvre ne vise pas à enseigner une bonne ou mauvaise façon de rire. C'est sûrement ce que l'élève voulait dire. C'est une élève qui a appris le français récemment, qui n'est pas francophone native. Son français est très bon pour, justement, quand on sait que elle n'est pas... Donc, cette œuvre ne vise pas à enseigner une bonne ou une mauvaise façon de rire. Au contraire, elle considère que les lecteurs peuvent rire de la façon qu'ils veulent tout en apprenant. Ok, ça c'est une idée qui peut être bonne à rappeler, un petit peu dite de manière un petit peu maladroite, mais en fait c'est l'idée que on reste libre de lire le livre comme un manuel si l'on veut, ou comme
comme un roman d'apprentissage, mais ça veut pas dire... Ça d'ailleurs c'est peut-être une chose qui manque à cette intro. La dimension de roman d'apprentissage de Gargantua devrait être mise en résonance avec cet autre genre qui n'est pas vraiment littéraire, cet autre genre, un roman d'apprentissage. Est-ce que c'est un manuel? Pas sûr. Parce que, ok, les personnages apprennent, le personnage apprend dans le roman d'apprentissage, mais dans un manuel... Voilà, ensuite l'annonce de plan, et on verra qu'il y a un problème malheureusement dans cette annonce de plan. Dans un premier temps, nous allons voir la façon dont Gargantua est un manuel de savoir-rire. Bon, ici, pour corriger cette phrase, il faudrait dire, nous allons voir que Gargantua est bien un manuel de savoir-rire. Ok, ça manque de reformulation, ça aurait été l'idéal, ça aurait été de retrouver une manière de dire autrement manuel de savoir-rire, comme est une façon ou une façon de transmettre au lecteur les vertus du rire, ou les vertus... donc ça aurait été des manières un petit peu plus élégantes de le dire, mais ça marche quand même en fait. C'est-à-dire que comme la méthode est carrée, vous allez quand même faire une bonne impression, même sans utiliser un langage très riche qui varie les formulations et qui affine progressivement l'analyse. Mais si vous arrivez à reformuler, bon. Et ensuite, voilà le grand 2, nous découvrirons que Gargantua est aussi un roman critiquant les différents aspects de la société. Ok, c'est vrai, Gargantua critique plein d'aspects de la société, mais c'est trop vague. Il faut jamais critiquer différents aspects de la société, il faut parler plus précisément. Il faudrait être plus précis. Mais un autre problème, le fait que Gargantua est une satire sociale, en quoi est-ce que ça répond à la question, est-ce que Gargantua peut être considéré comme un manuel de savoir-rire? Ça n'y répond pas. Il faudrait dire, pour reprendre cette idée et la tourner d'une façon qui rime, on pourrait proposer une deuxième grande partie comme le rire dans Gargantua. Donc, mais le rire dans Gargantua sert surtout la moquerie des ennemis des humanistes ou des ennemis de l'humanisme. D'ailleurs, au lieu du puis, ici, il faut mettre un mais. Ça vous oriente vers un bon grand 2. Il faut commencer par un mais, son grand 2. Ou un toutefois, ou un cependant. Enfin, il faut qu'il y ait une grande adversité entre le grand 1 et le grand 2. Une grande nuance. Et dans un grand 3, on pourrait dire, alors ici l'élève n'a pas fait le grand 3, mais si j'essaie d'en imaginer un là, ça donnerait quelque chose comme, en fait, le rire dans Gargantua sert à penser. Le rire donne à penser. Il ne donne pas à savoir. Il donne à réfléchir et il constitue en cela non pas un art de vivre. Alors bon, là, c'est pour développer ma pensée, on n'écrirait pas tout ça dans l'annonce de plan. Mais c'est non pas un art de vivre, mais plutôt un art de réfléchir. Pourquoi pas? Un art de philosopher par l'humour. Jetons un œil maintenant aux grandes parties et surtout à l'organisation des sous-parties. On a d'abord une reprise de l'idée générale de la grande partie. En premier lieu, il est possible de considérer cette œuvre comme un manuel de savoir-rire. C'est très bien de faire ça parce que même si c'est répétitif, ça balise bien les étapes de votre introduction et ça signifie parfaitement, clairement au correcteur où vous en êtes de votre copie. Et ensuite, il y a une sous-partie ici qui est présentée. L'idée de la sous-partie est clairement présentée car elle nous apprend à nous débarrasser des divers problèmes du monde. Et ensuite, un exemple arrive. Donc en fait, la méthode est très bonne. D'abord, on rappelle l'idée générale. Ensuite, on présente l'idée précise, l'idée de la sous-partie. Elle nous apprend à nous débarrasser des divers problèmes du monde. Alors, c'est cette œuvre qui nous apprend à nous débarrasser des divers problèmes du monde. Et ensuite, on a un exemple. Et cet exemple est excellent. En effet, dans l'épisode du torche-cul, Gargantua essaye à plusieurs reprises et avec plusieurs moyens différents de s'essuyer les fesses. Donc là, c'est une présentation, un rappel de la situation qui est suivi juste après d'une citation. J'ai trouvé un moyen de me torcher le cul, le plus seigneurial, le plus excellent qu'on ait jamais vu, un oiseau bien duveteux. Si vous voulez des citations sur Gargantua, j'ai publié une vidéo que je vous mets dans la description de 9 citations à utiliser dans vos dissertes sur Gargantua. Ensuite, après cette citation, qui peut d'ailleurs surprendre un peu l'examinateur, mais
Bon, le prof de français qui va vous lire connaît bien Gargantua, donc il peut deviner déjà où l'élève veut en venir. Et ici, l'analyse est bonne. En parcourant ce chapitre pour la première fois, les lecteurs sourient et se demandent pourquoi Rabelais a pu écrire cela, ok. Mais c'est en lisant cet extrait plus profondément que nous nous rendons compte que c'est une métaphore expliquant les distinctes façons d'enlever les problèmes de la société. Et que c'est un... Bon, alors là, il faudrait mettre un point parce que la phrase est trop longue. Donc là, on peut mettre un point, enlever le « et que ». Donc ça donne « c'est en essayant à plusieurs reprises qu'on arrivera à trouver la meilleure manière ». Oui, donc l'idée est assez convaincante et correspond bien au grand 1, mais il aurait fallu mettre un peu plus l'accent sur le fait qu'il y a un écart cocasse entre l'humour du bas corporel, l'humour scatologique, qui consiste à, pour un jeune enfant, Gargantua est encore jeune à ce moment-là, à tester tout un tas de manières de se torcher le cul, et le propos sérieux qui est de se dire mais comment se débarrasser de ce qui est merveilleux. C'est également un message d'espoir qu'un jour les habitants de la Terre découvriront tous ce moyen. Bon, peut-être, mais je suis pas sûr qu'il y ait vraiment beaucoup d'espoir derrière ce rire-là. Comme Gargantua a trouvé l'oiseau du jeteux. Ok. Bon, ici, il n'y a pas de micro-conclusion à la fin de cette sous-partie. On passe direct à une autre sous-partie. Moi, je vous encourage à faire une micro-conclusion, quand même, qui revienne à l'idée générale et qui rappelle en quoi votre sous-partie et l'exemple de la sous-partie prouvent bien que le grand 1, que l'idée générale est vraie. Donc, il manque sans doute cette phrase de micro-conclusion de sous-partie. Et en fait, dans cette copie, ce qui est bien, c'est que la méthode est carrée. Gargantua nous enseigne comment pardonner. Là, on a l'idée de la sous-partie. Inutile de reprendre l'idée générale à nouveau. Vous l'avez déjà donnée au début de la grande partie. Ici, exprimez l'idée précise de la sous-partie. C'est une idée très précise ici. Gargantua nous enseigne comment pardonner. Et attention, parce qu'ici, on n'est pas sûr d'être dans le sujet, puisque là, il faudrait préciser que le rire, l'humour, le comique, nous apprend comment pardonner. Sinon, on oublie qu'on est en train de défendre l'idée que oui, c'est bien un manuel de savoir-rire. Donc il faudrait que le comique soit à nouveau là. Mais il le sera dans l'exemple. L'exemple, c'est celui des pèlerins en salade, le chapitre où Gargantua va manger des pèlerins. Donc le personnage principal innocente la bêtise d'un des pèlerins en lui perçant un abcès chancreux qu'il avait eu à Ancenis. Bon, ceux qui connaissent l'œuvre, où Gargantua a des pèlerins qui lui viennent entre les dents, dans la bouche, au moment où il mange une salade, puisqu'il s'était caché dans la salade, et ensuite il les enlève. J'ai fait une analyse de ce passage sur ma chaîne, le lien est aussi dans la description. En fait, il soigne non seulement cet homme de l'extérieur, mais par ce geste, le soigne aussi de l'intérieur. Bon, ça c'est une bonne interprétation de l'élève, c'est une bonne lecture d'épisodes qui ont l'air un petit peu obscurs à la première lecture. On se dit ok, c'est juste un délire comique. En fait, non, c'est souvent des métaphores philosophiques, en plus d'être un délire comique. Même si le fait que celui-ci est censé être parfait, mais qui a commis une faute nous le fait rire, bon là, il y a un problème de syntaxe, on comprend assez difficilement ce que l'élève veut dire. Rabelais suggère au lecteur de faire comme le protagoniste, là, il faut mettre un point, je pense, et de pardonner aux autres personnes. Ouais, donc il pardonne au pèlerin d'être entré dans sa bouche. Il faudrait détailler et préciser un petit peu plus, parce que là, c'est pas assez clair, c'est-à-dire qu'on est un peu obligé, en tant que lecteur. En outre, il, c'est Rabelais, nous fait réaliser que même les personnes que l'on soupçonnerait le moins d'être imparfaites le sont tout autant. Bon, la phrase est trop longue là. Et nous ouvre donc l'esprit sur notre acception. Je pense que c'est acceptation que voulait dire l'élève ici, des fautes de. Et le style de l'élève était plutôt clair et précis jusqu'à maintenant. Donc c'est juste une petite. Ensuite, on a une dernière sous-partie qui va commencer directement par l'exemple. Alors je vous déconseille de faire ça. Trouvez une idée précise à présenter avant votre exemple. Souvent, vous pouvez d'abord trouver votre exemple sur votre brouillon et en tirer une idée précise sur l'œuvre qui est plus générale. Et l'illustration, en fait, vous allez la présenter en deuxième lieu, même si dans votre esprit, au moment d'organiser votre copie, elle vous est arrivée d'abord.
C'est une bonne manière en fait de trouver des idées que de penser aux illustrations que vous connaissez. Dans le prologue, donc, Rabelais nous encourage à aller plus loin que ce que l'on voit de l'extérieur et à analyser même les choses les plus simples afin de ressortir le maximum possible. L'auteur nous invite à, et là, très bonne citation qui a tout à fait sa place ici, à rompre l'os et sucer la substantifique moelle. À travers cette métaphore amusante de la viande, Rabelais dit que comme le chien le ferait avec la moelle, il faut que nous aussi lisions et relisions son roman afin d'en extraire le plus d'informations possible. Ok, c'est bien, mais il manque le retour au sujet, qui nous dirait donc c'est bien comme un manuel, un enseignement, qu'il faut lire ce roman comique, ce livre drôle. Bon, la parenthèse ici est pas nécessaire, je vous déconseille de faire trop de parenthèses, là l'élève en fait un peu trop. Ok, l'auteur écrit même toujours dans le prologue, bon ici là c'est une meilleure parenthèse quand même, mieux utilisée je dirais, que mieux vaut de rire que de larmes écrire, ici il manque un mot, il manque la petite préposition, parce que rire est le propre de l'homme. Encore une bonne citation qui est parfaite pour ce sujet. Rabelais nous explique que le rire est quelque chose de normal, c'est même plus que normal chez les êtres humains, en fait, c'est ce qui fait l'humanité, et qu'il faut s'en servir pour transmettre le savoir. Alors ça, c'est pas exactement ce qui est dit dans cette citation-là, mais c'est quand même une idée qui est tout à fait présente dans Gargantua. Mais justement, c'est une idée qui déjà prouve autre chose que le grand 1. Le grand 1 prouve que oui, c'est un manuel c'est un livre qui nous apprend à rire. Et là, c'est autre chose. Le rire nous permet de transmettre le savoir. En gros, le rire est comme une manière d'assaisonner le savoir pour nous le rendre bon. Une manière de nous rendre le savoir accessible. Ça aurait pu être une idée pour une autre partie. Une idée qui vaut et qui contredit au moins en partie. Ensuite, on arrive à la deuxième grande partie qui malheureusement est hors sujet. On va passer un peu plus vite dessus, même si la méthode est plutôt bonne en apparence. Et donc, peut-être que l'élève prendrait quelques points grâce à cette deuxième grande partie, mais on s'éloigne trop de cette question du manuel de savoir-vivre. De même qu'on commençait déjà un peu à s'en éloigner dans le grand 1. Donc on a le rappel de l'idée générale, une critique de la société, et ensuite on a une idée précise qui est... en fait on n'a pas d'idée précise ici, on a direct un exemple. Ça, l'épisode de la harangue de Janotus, c'est clairement un exemple. Et c'est un problème qu'on arrive direct à l'exemple, on attend une phrase, au moins une phrase. La harangue de Janotus nous raconte la fois où Gargantua avait volé. Là, pour s'amuser, il faudrait le mettre à la fin de la phrase. Et mettre un point après Paris ici. Et Janotus a dû essayer de le convaincre de les rendre. Nous apprenons qu'il y a trop d'informations dans cette phrase. Et c'est pour ça que, un peu comme dans la phrase trop longue que j'avais signalée un peu plus haut tout à l'heure, c'est pour ça que il aurait fallu mettre des points, il aurait fallu séparer les informations. Et dites-vous que le sophiste c'est Janotus, utilisait des arguments peu convaincants, comme le fait que si Gargantua... Ok, là c'est déjà un peu mieux fait. Plusieurs manières à sa disposition de présenter les citations, parfois en les intégrant à ses phrases, et parfois en les introduisant avec un verbe de parole. L'auteur nous invite à... et ici, donc, il pourrait avoir une bonne paire de choses qui s'intègrent parfaitement dans la phrase. C'est bien une citation du texte. Il se raclait. Alors ici, il vaut mieux pas utiliser l'imparfait. Il vaut mieux écrire il se racle aussi beaucoup la gorge et utiliser un latin incorrect. Bon là, il faudrait mettre ça entre parenthèses. Je disais qu'il y a trop de parenthèses. Ça, il faudrait le mettre au moins entre virgules. Et utiliser un latin incorrect. Donc utilise, pas d'imparfait. Clofadonaminiez-vous, ce qui le rend, encore une fois, pas d'imparfait, peu crédible. Parler au présent. À travers cet extrait, Rabelais critique les sophistes qui croient connaître beaucoup de choses, mais qui en fait ne savent même pas structurer un discours. Il ouvre les yeux. Bon, l'élève a raison de dire ça, et surtout elle est bien placée pour parler, parce qu'elle sait structurer son discours. Même si
Malheureusement, la logique, malheureusement, le sujet n'a pas été assez pris en compte. Il y a quand même une méthode assez carrée ici dans son propos. Il ouvre les yeux des lecteurs. Pour fendre la société, c'est une idée qui est trop oubliée, ce genre d'expression trop vague. Qu'est-ce qu'il pourfend, Gargantua? Pas la société, il pourfend les philosophes sophistes, les sophistes de la Sorbonne, mais pas la société. On peut pas dire qu'ils pourfendent en leur montrant, je pense qu'ici c'est un en leur montrant que ce n'est pas parce qu'elles donnent de l'importance à des personnes qu'il faut nous aussi, ça c'est trop long, la phrase est un peu trop longue, nous aussi leur faire confiance et penser que ces individus sont supérieurs. Donc développer l'esprit critique. Ok. Deuxième sous-partie du grand 2, grâce à son roman, Rabelais critique aussi des méthodes d'apprentissage de l'époque. Ça c'est plutôt une bonne idée. C'est même une très bonne idée, mais il faudrait le lier à la question du manuel de savoir-rire. C'est pas compliqué d'ailleurs de lier les méthodes d'apprentissage qui sont représentées dans Gargantua et la question du livre d'apprentissage, du roman d'apprentissage, ou même du manuel, donc du livre par lequel on apprend. Même avec ses nombreux discours, Gargantua progresse peu. Il travaille beaucoup et nous pouvons le constater parce que les sophistes lui ont fait apprendre l'alphabet par cœur. Là, il faudra enlever le « et » ici. Et il s'en rappelait même à l'envers. Donc attention, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'imparfait, il s'en rappelle même à l'envers. Mais malgré cela, le jeune géant n'évolue toujours pas assez, et c'est pour cela que son père l'envoie. Alors là, bon, un passé simple, c'est encore pire, je dirais, que l'imparfait. C'est dommage de ne pas avoir fait plus simple, mais l'exemple est quand même assez bien mené, même si on est un peu hors sujet. L'auteur critique donc la façon d'enseigner du XVIe siècle et les approches d'apprentissage par cœur qui n'aboutissent à rien et font perdre le temps des élèves. Tout ça est très vrai, dommage que ce soit pas lié au sujet. Gargantua, ou plutôt Rabelais, suggère les méthodes des humanistes qui marchent, attention ENT ici, mieux selon lui, et qui étaient, pluriel aussi, moins respectés, et ES, et connus, puisque c'est toujours... Ah non, pardon, c'est la méthode, j'avais mal lu, j'ai lu les méthodes. Connus par certaines personnes au XVIe siècle. Ok. Finalement, Gargantua critique la société de ne pas accepter chaque personne, et de ne pas approuver celle qu'elle ne croit pas intelligente. Bon, je suis pas sûr, cette idée est un petit peu trop éloignée du cœur de Gargantua, ça n'est pas marquant. Dans le prologue, Rabelais s'adresse aux buveurs. Ah oui, ok, maintenant avec l'exemple qui est plutôt bien trouvé, on comprend ce que l'élève a voulu dire. Rabelais considère que ses lecteurs sont des buveurs et des vérolés, donc des ivrognes et des malades. Ok, donc oui, c'est vrai. On peut lire ça comme une marque d'inclusivité. Moi, je m'étais méfié un peu initialement de cette tournure-là, ne pas accepter chaque personne, mais en fait, l'exemple m'a plutôt convaincu. Les individus ivres et buvant beaucoup d'alcool, ainsi que ceux atteints de la vérole, une maladie, n'étaient pas respectés, étaient évités par la société. Là, par contre, c'est ES et ici aussi. Bon, d'accord. En utilisant des adjectifs amélioratifs. Bon, là, on est un peu hors sujet. C'est ça qui me fait dire bon, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a à voir avec le manuel de savoir-rire? Malheureusement, plus grand-chose ici. Donc, ne perdez jamais de vue votre sujet. L'auteur montre aussi que les personnes qu'à l'époque on ne croyait pas intelligentes le sont. Ok, bon, peut-être que ça peut être dit autrement, mais que derrière les apparences, il faut creuser pour connaître la vérité souvent, et pour connaître la valeur des personnes, ça c'est vrai. Mais encore une fois, quel est le rapport avec le rire? Il y en a, mais il faudrait le rendre plus explicite. Dans l'épisode des chevaux factices de Gargantua, très très bon épisode pour ce sujet. Les seigneurs de Pénensac et de Mouillevent s'exclament « Nous avons le moine », et le géant répond que cela fait 2 jours qu'ils ne l'ont pas vu, qu'il ne l'a pas vu, donc il n'a pas vu le moine. « Nous avons le moine », ça veut dire on s'est bien fait avoir, que Gargantua vient de leur faire un canular. J'ai aussi analysé ce passage dans une de mes vidéos. Rabelais prouve donc que même les enfants peuvent surprendre ainsi que faire des blagues et qu'ils sont en fait très intelligents, contrairement à ce que pense la société. Bon, ça c'est vrai, mais
encore une fois, c'est dommage que le lien avec le sujet ne soit pas explicité, parce que ça, cet exemple, il est excellent. En plus, à la fin de ce chapitre, le narrateur intervient et demande, à la place de des adultes qui se sont fait avoir par le canular. Bon, il y a une petite erreur, en fait, c'est pas les seigneurs de Pénansac et de Mouillevent, mais plutôt leurs valets qui se font avoir par le canular de Gargantua. En fait, le narrateur va demander quelle est la meilleure attitude à adopter, mourir de honte ou rire de s'être fait avoir. Évidemment, il faut savoir rire de s'être fait avoir et rire de soi-même. L'autodérision est la leçon de ce chapitre. Donc c'est dommage d'avoir eu cet exemple en tête et de ne pas avoir su le faire résonner parfaitement avec le sujet, parce que là c'était un super exemple pour illustrer une grande idée en rapport avec ce sujet. Jetons un œil à la conclusion. En conclusion, il faut répondre à la problématique. Donc nous pouvons nous demander si Gargantua peut être considéré seulement comme un manuel de savoir-rire. Voyons ce que l'élève répond. Gargantua peut être considéré comme un manuel de savoir-rire. Bon, au moins, là, la méthode est respectée. Hein. La réponse est directe, presque trop directe. Mais il y a des explications. Car Rabelais réussit à enseigner différentes choses au lecteur tout en les faisant rire. Ok, mais est-ce que c'est ça un manuel de savoir-rire? Pas vraiment. Ça, c'est pas un manuel de savoir-rire, ce serait un livre, pas qui fait rire, mais qui apprend à rire. Et là, c'est pas un livre qui apprend des choses sérieuses grâce au rire. C'est un livre qui apprend sérieusement au lecteur à rire. Donc ici, il y a une petite confusion sur la thèse sous-entendue par le sujet, un manuel de savoir-rire. Alors attention, ne pas rappeler les exemples, ça c'est une erreur, hein, le contenu de cette parenthèse. On va pas rappeler l'épisode du torche-cul ici, pas en conclusion. Donc, et Gargantua peut être lu comme un roman qui nous apprend à faire ces deux choses en même temps, donc à enseigner et à rire. Ok, mais encore une fois, c'est pas exactement la thèse du sujet. Mais c'est aussi une œuvre critiquant la société. Bon, ça, malheureusement, on a vu que c'était pas lié au sujet et invitant les lecteurs à faire de même. Il y a donc plusieurs façons de lire Gargantua selon les passages lus. Selon les manières de lire ces passages, surtout. Bon, c'est bien de rappeler qu'il y a plusieurs façons de lire Gargantua, mais il aurait mieux valu être plus précis là-dessus. Ce roman, alors ensuite, on a une bonne référence en ouverture. Hein. L'ouverture, c'est pas obligatoire, mais les correcteurs la lisent souvent, hein, ils sont curieux. Et même si on perd pas de points quand on n'en fait pas, peut-être que si elle est particulièrement pertinente, ça peut donner au correcteur l'idée d'une meilleure note. Ce roman peut nous faire penser donc à The Taming of the Shrew de Shakespeare. C'est en français, je me souviens pas du titre en français. La mégère apprivoisée, je crois. Est-ce que c'est ça? Je vais faire une petite vérification rapidement. Je crois que c'est ça, La mégère apprivoisée. C'est pas l'œuvre la plus fameuse de Shakespeare. Ouais, c'est ça. Donc l'élève a dit le titre en anglais parce que j'ai dit qu'elle n'était pas francophone de naissance, elle est anglophone, mais dans une copie de bac de français, il aurait peut-être mieux valu mettre le titre en français, mais en même temps il s'agit de Shakespeare, donc c'est quand même l'auteur anglophone par excellence, c'est pas très grave de mettre son titre en anglais. Car à travers cette pièce comique, l'auteur nous apprend à nous méfier des apparences, et que les gens, là il y a une petite rupture de construction qui est un peu gênante, et que de la même manière, là c'est trop vague, hein, le Shakespeare critique aussi la société, tout comme Rabelais. Oui, mais à ce moment-là, on peut dire, noter quasi n'importe quel auteur qui critique aussi la société. L'exemple donné ici, à la rigueur, pourquoi pas un exemple, attention, c'est pas la peine de mettre des parenthèses, encore une fois. Par exemple, le fait que la femme soit vue tel un objet et qu'elle soit comme vendue sur un marché lors du mariage, ça c'est un exemple qui est valable sans doute avec Shakespeare, mais pas avec Gargantua.
Ça fait pas spécialement écho à Gargantua, donc vous voyez, c'est pas non plus... Enfin, c'était pas la peine de développer cet exemple-là, surtout en... Donc, la réussite de la méthodologie de la dissertation va faire gagner à cette copie pas mal de points. Moi, je pense qu'elle mérite au moins la moyenne, et même je vais aller un peu au-delà grâce à la précision de certains exemples. Donc en fait, la méthodologie, là, elle est presque parfaite. On a vu quand même qu'il y avait un problème dans la place de la problématique en intro, mais elle est quand même bonne, cette méthodologie. Les tournures, l'expression écrite est assez bonne. Donc ça aussi, ça donne quelques points. On arrive facilement à la moyenne, et ce qui me fait aller un peu au-delà, c'est qu'il y a quand même des exemples qui sont précis, et on aime bien voir des citations plutôt bien commentées, plutôt bien analysées. Je vais mettre un 12, et la raison pour laquelle je ne vais pas au-delà, c'est que une grande partie de la copie est malheureusement hors sujet, et aussi que parfois, pas tout le temps, mais parfois, les imprécisions de l'expression font que on ne comprend pas très bien ce que l'élève a voulu dire, ou en tout cas pas immédiatement. Et surtout, on ne comprend pas en quoi ça répond à la question de problématique, ou en quoi ça répond au sujet de cette disserte. Voilà pour cette correction, ou pour toutes ces remarques. Évidemment, cette note, c'est pas le plus important, puisque ce qu'on a dit sur l'œuvre et le parcours qu'on en a fait, le parcours qu'on a fait de cette disserte, c'est ça qui va, je l'espère, vous aider dans votre préparation d'une disserte sur Gargantua. Je vous souhaite très bon courage dans le travail, et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.